Nous sommes le 31 décembre 2018. Il est minuit et je suis seule devant la télé pour fêter le réveillon. Nos enfants sont couchés et mon mari dort dans notre chambre depuis 20 heures. Oui, 20 heures, un soir de réveillon. Retour en 2013, au début de mon histoire. La vie est telle que je la rêvais et j'en suis fière. J'ai 30 ans, j'ai une maison, je suis propriétaire. J'ai un travail permanent, je vis en Europe, une réussite pour moi qui vient de l'Amérique latine. J'ai un nouveau-né, une fillette de 3 ans et un époux fort, aimant, en pleine santé. J'ai tout ce que j'ai souhaité. Aujourd'hui, je crois que nous avions trop. Je croyais avoir un couple parfait et jamais s'imaginer pour un seul instant que nous étions si fragiles. Mes rêves de grandeur ont percuté la réalité très vite. Une réalité plus crue. Mon travail à 100% était incompatible avec mes obligations de jeune maman. Plus de temps pour mon couple, ni pour moi et mes aspirations profondes. Mon corps de trentenaire n'arrivait pas à tenir le rythme. Je me sentais irritée, fatiguée, malade. Je courais partout, pour tout, faisant semblant d'être une super-héroïne. Je suis montée dans un train en pleine vitesse. Je vois rien et je crois pouvoir garder le contrôle. Un soir, en rentrant d'un énième voyage de travail, je vois mon mari pleurer pour la première fois et je m'arrête. Je le vois si démuni, cet homme que je connaissais fort, aimant la terre, les randonnées, la nature, toujours avec des idées, des projets. Je le voyais pleurer, triste, déprimé. C'est vers cette époque que je commence à ouvrir les yeux et au début je ressens la honte d'inviter du monde à la maison, tellement les sautes d'humeur de mon mari étaient si fréquentes. Il passait du rire à la colère très vite et il devenait très mélancolique. Son comportement, pour moi, était inexplicable, imprévisible. Il me semblait comme un enfant sans repère. J'avais honte de le voir ainsi. J'ai commencé à me réveiller et ce que j'ai regardé ne me plaisait pas. J'avais pas un couple parfait. C'était dur. C'était dur de regarder sans détourner les yeux. La force physique de mon mari diminue, son goût pour la vie aussi. Il a de moins en moins de projets personnels. Ses mains tremblent. Son corps devient long. Pratiquer des activités sportives devient difficile. Il a honte de son apparence. Son esprit vif tourne au ralenti comme envahi par un torpeur. Sa mémoire s'affaiblit. Il parle avec des imprécisions. J'observe la dégradation de sa santé impuissante, démunie. Il est malade, je me dis. Mais de quoi? Nos conversations, à cette époque-là, tournaient régulièrement autour de ce sujet. Moi, qui n'aime pas être endettée, j'étais prête à payer n'importe quel prix pour le voir guérir. Au fond, je voulais le sauver. Mais jour après jour, j'ai constaté que je ne pouvais rien y faire. Nos enfants, dû à leur jeune âge, ne comprenaient pas la situation.
et ma famille et ma belle famille brillaient par leur absence. Éloignées physiquement, elles vivaient dans le déni, et moi, dans le silence et la solitude. Je ne connaissais pas encore le nom de la maladie de mon mari, mais je ne vivais pas dans le déni. Notre vie était un chaos, tout simplement. Tous les soirs, je voyais mon mari se coucher à 20h par mesure de précaution, ou sinon il tombait par terre de fatigue. Ensuite, je m'occupais des enfants. Et ensuite, je restais seule à la maison. Ces moments de solitude étaient difficiles, mais franchement, c'était la seule solution que nous avons pu trouver à ce moment-là. J'avais une maison au calme et lui encore qui se reposait. Le lendemain, il ne se réveillait pas en forme. Il avait des trous de mémoire, mais il continuait sa vie. Dans ce moment de lucidité, je le voyais triste et perdu. Puis, des choses sont arrivées, tout en lien avec l'acceptation. J'ai découvert le développement personnel grâce à l'accompagnement d'une psy, à des lectures et des vidéos. J'ai commencé à ralentir. Je me suis accordé plus de pauses pour m'observer, pour contempler mon entourage. Naturellement, mes relations avec mon entourage se sont apaisées, y compris celles avec mon mari. Je n'étais plus dans le contrôle, dans la recherche de solutions, dans le jugement. J'étais plus dans une écoute, du respect, dans l'acceptation. L'acceptation de sa maladie mystérieuse, de ses problèmes de santé, de ses souffrances. L'acceptation de ma charge multipliée par 2 à la maison. Une anémie s'installait dans mon corps, pourtant je me trouvais très sereine. Au milieu de la tempête, j'ai accepté le chaos. Depuis cet état, j'ai constaté que j'aimais profondément mon mari, que je ne pouvais pas l'abandonner, étant si fragile. Je le prenais dans mes bras, pendant son sommeil, et je lui demandais, doucement, de guérir. 8 ans après le début de la dégradation de son état de santé, il a baissé les armes et il me dit « Je suis alcoolique ». Cela faisait 8 ans qu'il nous cachait sa dépendance. 8 ans qu'il dissimulait des bouteilles dans les garages. 8 ans qu'il nous mentait. Cet aveu a été difficile pour lui. Et pour moi, ça a été un choc. J'étais paniquée. Je ne savais pas comment gérer. Et puis, une colère immense m'est envahie. Une colère contre la terre entière, contre lui, contre moi, contre nos familles respectives, contre nos proches, contre nos amis, contre nos collègues de travail, contre notre société, contre l'univers. Je me demandais pourquoi moi. Je me suis sentie trahie, maltraitée, par tous et toutes, sans exception, y compris moi-même. Je me suis sentie stupide de ne pas m'avoir rendu compte avant de la maladie de mon mari. Pour vous, ça représente quoi boire de l'alcool? Pour vous, l'alcool représente peut-être des fêtes, du plaisir, de la désinhibition. Pour moi, l'alcool représente la descente aux enfers. Les prix à payer pour un semblant de perfection, un semblant de performance, une fausse image, une fausse solution pour fuir la solitude, pour ne pas s'accepter tel que nous sommes.
Regarder un être humain alcoolisé ne sera pour moi jamais un symbole de bonheur, mais de détresse. J'ai vu tellement de fois ce regard perdu dans les yeux de mon mari. La fin de la dépendance de mon mari a commencé il y a 5 ans. Nous sommes tous les deux devenus abstinents. Au début de son sévrage, il passait de longues périodes assis. À rien faire, il me semblait ailleurs. Il avait un regard exprimant un profond regret. Mais pour moi, il redevenait lui-même, son artifice. Observer la régénération de la santé de mon mari a été un cadeau et un privilège. La nature prend le temps dont elle a besoin, mais ça s'est fait. La détermination de mon mari à s'en sortir a été remarquable. Il s'est armé de courage. Il a décidé d'arrêter de boire et il a tenu sa parole. Ma détermination a été aussi remarquable. Je me suis aimée et enfin respectée. J'ai parlé au nom de mon corps, au nom de nos enfants. Je ne pouvais plus vivre avec lui s'il ne mettait fin à sa dépendance. Il était hors de question que nos enfants grandissent avec ce modèle. J'avais tout donné. Cette période a été dure pour moi parce que l'angoisse était la reine de mes pensées. Est-ce qu'il est en train de boire en cachette, au travail? Suis-je en train de donner encore et encore? Notre confiance était au plus bas. Ni lui ni moi avions confiance dans sa guérison et pourtant ça s'est fait. Et nous sommes très reconnaissants. Peu à peu, j'ai réussi à lui faire confiance pour garder nos enfants pendant le temps que j'ai quitté la maison pour quelques jours. J'ai réussi à parler avec certains collègues de mon travail de la maladie de mon mari, sans honte. Sans le penser, je me suis également guérie. Guérie de mes complexes en lien à l'alcoolisme. Guérie de mes rêves de grandeur et de performance. À ses côtés, j'ai appris ce qui est la souffrance de l'être humain. À quoi sommes-nous poussés par quête de performance? J'ai appris que le bonheur en couple est en effet très simple et très accessible. C'est comme boire une tasse de café ensemble ou passer la soirée ensemble. Rien de plus. Maintenant, nous vivons en équilibre, ce qui n'a pas été possible à notre temps. Nous avons allégé notre charge de travail et nous chérissons la vie comme si nous avions risqué de la perdre. Mon histoire n'est pas si différente de celle de milliers de familles brisées à cause de l'alcool. Elle a ses couleurs propres, mais sa particularité est que nous avons pu nous en sortir. Et cela est très difficile, parce que c'est difficile de passer toutes les étapes. Nous vivons dans une société des apparences, où nos familles font avec tout l'amour du monde allégeance au rêve de la perfection, de la performance, depuis que nous sommes tout petits. Il est possible que vous ne soyez pas atteint par cette maladie et vous en avez de la chance. L'alcoolisme est une maladie qui embarque tout l'entourage des malades. Peut-être quelqu'un autour de vous est atteint, mais vous ne le savez pas parce qu'on n'en parle pas. La souffrance générée par l'alcool est tabou. En nous taisant, nous contribuons à isoler les malades et leurs proches et à diminuer leurs chances de s'en sortir. Pousser quelqu'un à boire parce que tu es un homme, parce que c'est cool, parce que tu as 18 ans, pour te détendre, ce n'est pas le respecter,
et risqué de semer les grains de la maladie. J'aurais aimé être plus sensibilisée à l'alcoolisme. J'aurais aimé me sentir entourée, accompagnée, comprise, libre d'en parler, au milieu de mon chaos. J'aurais aimé être prévenue des risques de la course à la performance. J'aurais aimé que quelqu'un me raconte cette histoire et je vous l'offre maintenant.